Bonjour à tous et bienvenue dans Tout se transforme, une émission dédiée à la chimie et les sciences de la matière. En général, lorsqu'on me parle de quelqu'un, j'aime bien savoir à quoi ressemble cette personne. Du coup, en tant que gros stalker, je parcours internet à la recherche de photos. Ici, on va parler d'un philosophe grec, Démocrite, et comme vous pouvez le voir, il y a un nombre assez varié de représentations. Et parmi toutes ces images, on remarque la récurrence d'un trait caractéristique, le visage déformé par le rire. La question se pose, de qui ou de quoi se moque Démocrite ? Démocrite d'Abdère était un philosophe de l'Antiquité, classé dans ce qu'on appelle les philosophes présocratiques, c'est-à-dire précédant Socrate. Ce qui est en fait pas vrai pour Démocrite, qui est né après Socrate et qui lui a été contemporain. Voilà, ça commence bien. Comme beaucoup de philosophes, il ne reste que peu de traces écrites des travaux de Démocrite. Parmi les 52 ouvrages qu'il aurait écrits, seulement quelques fragments ont été conservés. Heureusement, ses pensées ont pu traverser les siècles grâce à de nombreux doxographes, c'est-à-dire un écrivain qui rapporte et commente les propos de personnes antérieures ou contemporaines. Démocrite s'est intéressé à un grand nombre de sujets philosophiques et scientifiques, allant de la physique à l'éthique, en passant par la cosmologie, la biologie ou encore la musique. Ses connaissances, accumulées en grande partie par ses longs voyages, ont fait de lui un polymathe, c'est-à-dire une personne qui envoie du pâté en sciences et en art. Certains l'auraient même surnommé le philosophe. Et s'il est surtout connu, c'est pour ses travaux sur la matière, en particulier sur la théorie atomiste. La théorie atomiste aurait été pensée par Leucippe, le maître de Démocrite, dont on ne connaît en fait très peu de choses. Cette théorie de la matière va conduire les philosophes à débattre farouchement sur la nature profonde de ce qui compose le monde. Sur le ring de la philosophie se retrouvent Platon et Démocrite dans un clash entre idéalisme et matérialisme. Platon part de l'idée d'Empédocle que le monde est composé de 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est la théorie élémentale. Et pas élémentale, ça n'a rien à voir même si ça pue tout autant. Ayant une approche plutôt mathématique du problème, Platon va associer à chaque élément un solide géométrique très particulier qu'on appelle un polyèdre régulier. Comme il existe au total 5 polyèdres réguliers, le 5e est associé au tout car ressemblant le plus à une sphère, symbole du monde. Il explique ensuite que la différence d'agencement entre les formes géométriques ou les éléments est à l'origine de la diversité des objets et des phénomènes physiques que nous percevons. Cette théorie des 4 éléments va être écartée par Démocrite qui pense que, à l'origine de toute chose, il y a les atomes et le vide, tout le reste n'est que supposition. Il introduit ainsi la notion de vide, mais surtout d'atome, la plus petite entité de matière qu'il est possible d'obtenir en divisant n'importe quel objet à l'infini. Pour lui, les atomes se distinguent infiniment selon 3 caractères, leur rythme, leur tournure et leur toucher traversant. Leur quoi ? Leur toucher traversant. Hein ? Diatigué en grec veut dire le toucher traversant. Ah bah bien sûr, diatigué, évidemment, le toucher traversant. Tu continues comme ça et tu vas le sentir mon toucher traversant. À première vue, ces adjectifs qui qualifient la matière semblent plutôt inappropriés si on imagine la matière comme de minuscules particules comparables à des grains de poussière. Mais on pense que Démocrite voulait exprimer autre chose. L'interprétation élégante serait une analogie entre la matière et l'écriture. N'imaginez plus de petits grains, mais plutôt de très fins filaments de taille variée qui se croiseraient et s'entrecroiseraient pour former des entités plus ou moins élaborées, comme le sont les lettres ou symboles de nos alphabets. On peut alors facilement concevoir que des différences de rythme, de tournure, d'angle, de croisement et de construction d'un filament et de ses interactions avec les autres sont à l'origine de la diversité du monde matériel qui en résulte. Le problème arrive lorsqu'un second adversaire veut se battre. Et celui-là, c'est aussi un pilier dans le bar de la philosophie. Je veux évidemment parler de Aristote. Aristote est considéré comme l'un des philosophes les plus influents de notre histoire. En tant que bon disciple de Platon, il reprend le système des 4 éléments en y ajoutant 4 qualités les liant entre eux. Puis il substitue le tout par un 5e élément qu'il appelle l'éther. L'éther représente l'élément lié à l'ordre et la perfection. Il composerait le ciel, mais serait au contraire absent sur terre, car le monde céleste serait ordonné et parfait, alors que la terre
chaotique et impur. Bref, revenons à la théorie atomiste de Démocrite. Aristote va allègrement reprendre les attributs des atomes et en changer le sens en leur accordant des termes différents. C'est ainsi que le rythme deviendra la forme, la tournure la position et le toucher traversant l'arrangement. Ces modifications entraînent un changement profond de la représentation d'un atome. Il n'est plus associé à un filament à une seule dimension, mais davantage à un corps solide doué d'un volume en 3 dimensions. Ces changements vont permettre à Aristote de combattre plus facilement la théorie atomiste en suggérant que si les atomes ont des formes mathématiques infiniment différentes, alors certains pourraient être coupés et se retrouver dans la même forme que d'autres. Ces premiers atomes seraient donc sécables, ce qui est contradictoire avec le caractère insécable d'un atome. Aussi, si on considère que les atomes diffèrent infiniment selon leur position et leur arrangement comme le pouvait penser Démocrite, alors la position d'un atome seul, isolé, perd sa capacité à situer dans l'espace, et l'arrangement de plusieurs atomes perd sa capacité à ordonner ces mêmes atomes. En gros, on se retrouve avec des atomes dont la forme rentrerait en contradiction avec la définition de l'atome, dont la position ne situe pas et dont l'arrangement n'ordonne pas. C'est un peu de la merde. Certes, mais il faut garder en tête qu'Aristote critique une version modifiée de l'atomisme de Démocrite. Une version qui se rapproche davantage de celle défendue par Épicure, le dernier joueur dans le game. Épicure est un atomiste converti, mais contrairement à Démocrite, Épicure présente les atomes comme de petits corps solides de taille unique. Afin de pallier aux précédentes critiques d'Aristote, les atomes vont avoir un nombre limité de formes, de positions et d'arrangements. Il complète sa théorie en attribuant une masse aux atomes et en ajoutant le concept du clinamen, une sorte de force qui justifierait le déplacement des atomes dans le vide et leur permettrait de se rencontrer. On s'éloigne ainsi d'une théorie atomiste filamentaire ou ondulatoire avec de gros guillemets, plus gros que ça les guillemets, voilà merci, pour aller vers une théorie atomiste corpusculaire. Même si la théorie atomiste d'Épicure était la plus aboutie et moderne de son temps et qu'elle a pu inspirer certains comme Lucrèce, c'est malheureusement la théorie élémentale et plus généralement la pensée aristotélicienne qui va incontestablement dominer le monde scientifique pendant toute la fin de l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ok, c'est cool, mais on ne sait toujours pas pourquoi il se fout de notre gueule, le Démocrite. Le rire de Démocrite est représenté dans de nombreuses œuvres. Le mythe décrit un philosophe vivant seul et reculé, avec tout de même un minimum de confort pour vivre et étudier. Les rumeurs circulent vite, et en entendant son rire, certains pensent qu'il est devenu fou. Le meilleur médecin de l'époque, Hippocrate, est sollicité pour venir en aide aux pauvres malades. Examinant de près son patient, Hippocrate se rend compte, après une longue discussion, que Démocrite est parfaitement sensé et qu'il fait preuve d'un discours profond et plein de sagesse. Démocrite ne rit pas parce qu'il est fou, il rit au contraire de la folie des hommes. C'est un rire critique, un rire qui se moque de la nature imparfaite et parfois absurde de l'homme. Un rire qui nous fait prendre du recul sur notre propre condition humaine, un rire de modestie qui accepte la réalité du monde tel qu'il est, un rire qui combat l'inculture et l'obscurantisme, un rire qui fait l'éloge d'une vie saine de plaisir modéré. Un rire des autres, mais surtout un rire de soi.